Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons Pro, en route vers une Europe plus consolidée. Voilà que les langues se délient depuis que la Grande-Bretagne a voté sa sortie de l'Union européenne. Les Britanniques seraient connus pour avoir torpillé de nombreuses initiatives, notamment sociales. Qu'en est-il de l'environnement ? Climat, eau, air, énergie, va-t-on perdre un acteur ambitieux ou un obstructeur ? C'est le thème de notre émission et pour y répondre, j'accueille aujourd'hui sur ce plateau Célia Gauthier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des politiques européennes et internationales au RAC France, le réseau Action Climat qui fédère 16 associations qui luttent contre le changement climatique. Et Marie Toussaint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée Europe et jeunesse au sein du groupe Europe Écologie Les Verts et présidente de l'association Notre Affaire à tous qui défend la justice climatique. Alors l'Europe des 28-1 perd-elle un poids lourd de l'environnement ? Avant de vous adresser la question, mesdames, nous sommes allés la poser à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Traditionnellement, le Royaume-Uni est un des leaders, un des moteurs dans les négociations climatiques. Pour deux raisons. D'abord, ils ont cette ambition au niveau national, des politiques en cours ambitieuses, etc. Donc ça leur a permis d'avoir un discours vis-à-vis d'autres pays. Et deuxièmement, ils ont un réseau diplomatique très développé, des relations diplomatiques très importantes, très bien avec les États-Unis et la Chine notamment. Et depuis un moment, la diplomatie britannique a été axée sur le changement climatique. Donc, si on va en Chine, l'ambassadeur britannique connaît par cœur le sujet du changement climatique et est capable de parler avec ses homologues chinois. Un champion donc de la négociation climatique avec une forte ambition pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc c'est surtout ça l'atout de la Grande-Bretagne, Célia Gauthier ? Oui, alors, je pense que je suis assez d'accord avec ce que dit Thomas Spencer sur la question de la réduction des gaz à effet de serre. Il faut savoir que le Royaume-Uni a sa propre législation nationale, un plan climat. Climate Change Act, c'est ça ? Exactement, avec un comité d'experts indépendants qui révise régulièrement les objectifs climatiques du Royaume-Uni et les politiques publiques mises en place pour les atteindre. Donc tous les 5 ans, il y a des budgets carbone, c'est-à-dire la quantité de carbone que le Royaume-Uni peut émettre, et ces budgets sont révisés régulièrement. Donc ça, c'est un point positif, avec un objectif à long terme de 80% de réduction des gaz à effet de serre à 2050. C'est pas tout à fait cohérent avec l'accord conclu à la COP21 en décembre, mais disons qu'il y a quand même une ambition nationale. Alors pourquoi c'est pas cohérent, puisqu'en plus on dit qu'ils ont poussé pour un objectif européen assez ambitieux, 40% donc, de réduction des gaz à effet de serre pour la contribution européenne. C'est grâce à l'Angleterre ? Alors, le cadre britannique, qui remonte à bien avant l'accord de Paris, n'est pas cohérent parce que l'accord de Paris dit qu'il faut être neutre en gaz à effet de serre dans la deuxième moitié du XXIe siècle, donc ça veut dire ne plus émettre de gaz à effet de serre au-delà de ce que la planète peut en absorber. Et ce qui voudrait dire que pour les pays européens comme le Royaume-Uni, il faudrait être à presque zéro assez rapidement et non pas 80% en 2050. Mais bon, disons qu'il y a quand même une certaine ambition. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thomas Spencer, c'est sur le rôle du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne en matière de politique énergétique, puisque le Royaume-Uni a toujours été un fervent défenseur de ce qu'on appelle la neutralité technologique, c'est-à-dire qu'au nom de la souveraineté nationale, ils demandent à pouvoir décider des technologies qu'ils utilisent, et ainsi ils refusent que Bruxelles leur dicte, par exemple, des objectifs en matière de développement d'énergie renouvelable. On va y revenir justement, mais je voulais savoir déjà si on pouvait, donc est-ce que vous êtes aussi d'accord, Marie Toussaint, c'est un champion donc, de l'ambition climatique ? Alors, est-ce que c'est un champion d'ambition climatique ? Je pense qu'on ne peut pas aller jusque-là. Ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne perd un allié dans ses ambitions climat, puisqu'effectivement, le Royaume-Uni était moteur avec toutes les nuances qu'a apporté Célia. Maintenant, il faut regarder aussi, il faut savoir prendre un peu de hauteur et regarder un peu les choses en matière globale sur les questions environnementales. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus contrasté. Mais en tout cas, c'est sûr que sur le climat, le Royaume-Uni était un moteur et non pas un champion
sur la question climatique. D'ailleurs, qui va récupérer donc la position de la Grande-Bretagne dans ce rapport de force? Historiquement, il y avait une sorte de triangle entre Paris, Londres et Berlin, et c'est comme ça que les affaires climatiques au sein de l'Union européenne, et sur les gaz à effet de serre en tout cas, fonctionnaient. Les 3 pays se mettaient d'accord et tiraient avec eux les autres États, et en particulier l'Europe du Sud, notamment pour contrer les positions plutôt non progressiste, en tout cas problématique de la Pologne et de ses alliés, puisqu'on sait que la Pologne est plutôt opposée à une action climatique ambitieuse de l'Union européenne. Maintenant que, si en tout cas le Brexit se confirme, parce qu'on ne sait effectivement pas vraiment ce qui va se passer, il faut vraiment le rappeler, eh bien l'Allemagne et la France vont se retrouver en tête-à-tête sur les questions climatiques, ce qui donne quand même un rôle à la France pour peser et rallier les pays d'Europe du Sud, et notamment Espagne, Portugal, Italie, qui sont dans l'entre-deux, historiquement, plutôt allant sur les questions d'énergie renouvelable. Donc voilà, il va falloir qu'il y ait un rééquilibrage, si vous voulez, de la géopolitique du climat au sein de l'Europe. Et ce qui est souligné par Thomas Spencer, c'est notamment les relations privilégiées que la Grande-Bretagne avec des poids lourds comme la Chine, les États-Unis, avec qui on n'est pas toujours d'accord. Et ça pesait peut-être pour aussi les faire plier. Le fait de peut-être les perdre, c'est un problème, Marie Toussaint? Alors, d'abord, le Brexit, si effectivement il venait à se confirmer, mais même la situation actuelle, va sûrement faire revoir au Royaume-Uni ses objectifs. Je pense par exemple aux centrales à charbon. Il y a 9 des plus grandes centrales toxiques à charbon d'Europe qui sont situées au Royaume-Uni. Elles sont censées être fermées à horizon 2025. Aujourd'hui, avec les difficultés économiques que va rencontrer le Royaume-Uni, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, on n'est pas certain que le Royaume-Uni puisse tenir ses objectifs. Et donc, le Brexit pourrait être un coup global porté au climat au niveau international. Sur les relations du Royaume-Uni avec les autres pays dans le monde, moi, je veux revenir quand même sur la question des traités de libre-échange. Alors, on n'est pas forcément tout à fait dans le même sujet, mais il y a quand même un lien très fort. Ces traités de libre-échange qui sont censés libéraliser le commerce, d'une part avec le Canada, d'autre part avec les États-Unis et l'Union européenne. TAFTA, CETA. TAFTA et CETA, exactement, sont des accords qui sont climaticides. Et il va falloir aussi qu'on travaille avec le Royaume-Uni pour que les impacts de ces accords ne soient pas néfastes. Donc l'action du Royaume-Uni, elle peut à la fois être très forte envers les pays, effectivement les autres pays du monde, elle peut aussi être tout à fait néfaste en fonction de comment se passent les négociations commerciales. Voilà, parce qu'on a l'impression que c'est un peu contradictoire, parce que justement, à côté de ces ambitions-là, comme vous disiez, ils sont contre l'intrusion de Bruxelles dans des objectifs chiffrés. C'est où que ça bloquait surtout sur les énergies renouvelables, notamment, Sylvia Gauthier? Oui, alors le Royaume-Uni a toujours été opposé à ce qu'il y ait des objectifs contraignants sur les énergies renouvelables et sur l'efficacité énergétique, les économies d'énergie, parce qu'ils veulent pouvoir décider de comment ils vont atteindre leurs objectifs de gaz à effet de serre. Donc ça peut être avec du renouvelable, ça peut être avec du nucléaire, ça peut être avec du gaz ou du captage et stockage de carbone. Concrètement, aujourd'hui, la seule chose qui s'est développée au Royaume-Uni, ce sont les énergies renouvelables, et c'est grâce à la politique européenne. C'est vraiment l'objectif qui a été en quelque sorte imposé à Londres jusqu'à 2020 sur les énergies renouvelables, qui a forcé le Royaume-Uni à développer massivement les énergies renouvelables, et notamment l'éolien. Et aujourd'hui, le Royaume-Uni est un leader mondial en matière d'éolien. Sauf que là, on voit que les choses se ralentissent très très fortement, et on peut craindre effectivement qu'en cas de Brexit, cette dynamique soit complètement stoppée, et qu'à l'inverse, le Royaume-Uni mise plutôt sur des technologies carbonées ou nucléaires. Marie Toussaint. Et c'est là où la France doit absolument prendre sa part dans ce combat climatique, parce que par exemple sur les énergies renouvelables, nous sommes particulièrement en retard. C'est ce qu'on a porté notamment avec notre affaire à tous, de dire effectivement la France se fixe des objectifs qui sont des objectifs relativement ambitieux par rapport au reste de l'Union européenne et aux accords internationaux, mais on a une grosse épine dans le pied sur le sujet des énergies renouvelables, où on a des changements de législation et d'objectifs, etc., qui sont permanents, et où on n'atteint pas du tout, et on n'est pas du tout exemplaire sur ce sujet-là. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne doit pousser la France à prendre plus d'allants en matière d'énergie renouvelable et à devenir un peu le nouveau leader en Europe. On a un peu de chemin pour ça. Donc oui, on ne peut pas dire « enfin, ils ne seront peut-être plus là, du coup, on va pouvoir être plus ambitieux ». On a déjà encore, nous, pas mal à faire. Du retard à rattraper. Mais alors, donc on peut dire qu'il faisait quand même obstruction sur certaines directives, je ne sais pas, l'efficacité énergétique, tout ce qui pouvait peut-être être s'immiscer dans la vie des Britanniques. C'était où que les Anglais pesaient dans les directives européennes, ou faisaient obstruction pour des questions environnementales?
En tout cas, sur le climat, les énergies renouvelables, en partie tout ce qui est normes énergétiques des appareils électroniques. On sait très bien, tout le monde connaît l'étiquetage énergétique des appareils qui nous vient de Bruxelles. Très concrètement, c'est un des apports de la politique européenne. Le Royaume-Uni n'était pas forcément très favorable à tout ça, disons que c'était contre les produits ménagers fabriqués en Grande-Bretagne. Sur la question aussi de la pollution des centrales à charbon qu'a mentionné Marie, c'est clairement la politique européenne qui a forcé le Royaume-Uni à fermer des centrales à charbon et à nettoyer son air, parce qu'on sait que le Royaume-Uni, c'est là que le charbon s'est développé et que les centrales étaient très très polluantes. En 2014, encore 30% d'électricité produite était issue du charbon. Il y a eu énormément de progrès ces dernières années. Il reste du travail. Effectivement, il y a un projet de fermer ces centrales d'ici à 2023-2025 qui est peut-être compromis par le Brexit. Mais en tout cas, pour avancer vers les énergies renouvelables et fermer les centrales à charbon, il a fallu la politique européenne pour forcer un peu la main au Royaume-Uni. Il faut bien avoir en tête qu'il y a quelques années encore, le Royaume-Uni était considéré comme l'homme sale de l'Europe en termes de pollution, en termes d'eau de baignade, etc. Là, on est à 80. La législation britannique a évolué et on est à 95% de respect des standards européens en matière d'environnement et de santé, il ne faut pas l'oublier. Il y a deux autres sujets, mis à part la pollution, sur lesquels le Royaume-Uni avait un effet bloquant, et peut-être que ça va permettre d'évoluer. La question des OGM notamment, où le Royaume-Uni a demandé une renationalisation des décisions. On va voir maintenant comment ça va se passer, mais il est fort probable, parce que les leaders britanniques défendent sous couvert, mais enfin on commence quand même à défendre de manière de plus en plus ouverte l'introduction des OGM et le développement des OGM pour lutter contre la famine. C'est ce qui est soulevé notamment par les conservateurs. Et puis la question des pesticides, où on a bien vu que là, on a une prolongation du Roundup sur 18 mois, faute de trouver une majorité. En réalité, le départ du Royaume-Uni va peut-être permettre de trouver une majorité qualifiée pour ne pas reconduire le permis sur le Roundup. Alors on en vient justement aux conséquences sur le Royaume-Uni. Les associations environnementales britanniques étaient donc majoritairement pour le Remain, pour rester au sein de l'Union. À présent, ils craignent un fort désintérêt des politiques pour les questions environnementales. D'ailleurs, écoutez Jonathan Gavanta de l'organisation indépendante E3G, qui est spécialisée dans les questions climat et énergie. Toute la communauté environnementale britannique était fermement pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Tous étaient unanimes pour dire que la coopération transfrontalière est indispensable pour lutter contre le changement climatique et importante pour aborder des sujets comme la qualité de l'air, de l'eau. Notre peur est qu'avec le Brexit, l'attention ne sera plus portée sur des sujets comme le changement climatique et l'environnement, que les diplomates seront occupés à négocier la sortie de l'Union au détriment des questions climatiques. Notre seconde grande préoccupation, c'est le sort des investissements. Il ne s'agit pas de bouleversements à très court terme, mais en même temps, nous constatons déjà des perturbations économiques. Le pound a chuté. Les investisseurs sont très inquiets de l'incertitude commerciale et politique. Donc dans ce contexte, la menace qui plane sur les investissements dans les technologies vertes est une de nos plus grandes préoccupations. Donc des intérêts pour les politiques environnementales avec les négociations sur le Brexit et des investissements peut-être dans les technologies bas carbone. Vous êtes d'accord, Marie Toussaint, sur le fait que c'est les craintes principales qu'on pourrait avoir pour la Grande-Bretagne? Alors il faut bien comprendre un peu la problématique dans laquelle se trouve la Grande-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a 6987 règlements qui s'appliquent directement sur le sol britannique. Donc là-dedans, tout n'est pas environnemental, mais ça veut dire que les lois qui sont appliquées, qui sont adoptées au niveau de l'Union européenne, s'appliquaient directement sur le sol britannique. En tout, c'est 70% de la législation environnementale au Royaume-Uni qui est concernée par les règlements européens et par les directives européennes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Britanniques ont le choix et vont devoir se déterminer dans les mois qui viennent entre est-ce qu'on veut effectivement amoindrir
les ambitions environnementales, ou est-ce qu'au contraire, on veut les accroître, ou est-ce qu'on veut être dans le statu quo. Ça, c'est un choix maintenant que les Britanniques vont devoir faire de manière démocratique. Et on ne peut pas jeter la pierre continuellement aux Britanniques, il faut aussi que nous, on montre l'exemple. Et en ce sens-là, les inquiétudes qu'il exprime, on les vit aussi chez nous. Aujourd'hui, alors qu'on est à quelques mois de la COP21, plus personne ne parle de l'environnement en France. On a les élections présidentielles qui arrivent dans moins d'1 an, et le sujet sur la table n'est clairement pas la question environnementale et climatique. Donc, que les États-Unis, que le Royaume-Uni, que les Britanniques expriment cette inquiétude, elle est juste, elle est justifiée, elle est partagée. Et il faut effectivement, et je pense que Célia reviendra là-dessus, mais que les États européens continuent à coopérer, et avec le reste du monde, et en particulier avec le Royaume-Uni, pour avancer sur ces sujets environnement et climat. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un point que dit Jonathan Gaventa dans son interview et que Marie a mentionné, c'est que la logique de l'accord de la COP21, c'est de la coopération. C'est on met de côté nos priorités nationales de court terme pour coopérer, pour s'informer, pour mettre ensemble nos moyens d'investissement et nos moyens de développer les énergies renouvelables, d'accroître l'efficacité énergétique. Il y a des coalitions internationales qui se sont créées dans certains secteurs. La logique du Brexit, et puis globalement, la dynamique qu'on a en ce moment au sein de l'Union européenne, elle est contraire à tout ça. Et si on a un retour vers ces priorités nationales de court terme, qui mettent de côté la coopération, on va avoir vraiment du mal à agir contre le changement climatique. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un sursaut de l'Union européenne, notamment sur cette question de la transition énergétique, que ça devienne un projet citoyen pour les citoyens européens et pour l'Union européenne. On ne peut pas continuer comme avant, ça il y a beaucoup de gens qui le disent. Il faut notamment que lorsque le Parlement dit que nous avons besoin d'objectifs plus ambitieux sur l'efficacité énergétique, plus ambitieux sur les énergies renouvelables, et qu'on soit en cohérence avec l'accord de Paris, eh bien, que ça bouge au niveau de l'Union européenne et que ce ne soit pas finalement le Conseil qui ait la décision finale. C'est pour ça, les écologistes, nous avons formulé 2 propositions phares, au milieu de beaucoup d'autres, mais 2 propositions phares sur ce sujet-là. C'est le lancement d'un Green Deal en Europe. Ça veut dire comment est-ce qu'on va aller chercher du crédit pour investir, non pas n'importe comment, mais dans des énergies propres et renouvelables, dans l'économie verte. Et on a de quoi très largement pouvoir lancer cette économie en Europe et faire de l'Europe le continent en pointe sur ce sujet-là, alors qu'on est en passe de passer derrière beaucoup d'autres. La deuxième proposition... On est passé derrière beaucoup d'autres. On est déjà concrètement, l'Europe est loin derrière la Chine et les États-Unis. A perdu son rôle de leader. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie ambition pour l'Europe. Célia a parlé de projets citoyens. On avait une seconde proposition qu'on avait formulée, c'était de dire, voilà, on a besoin de crédit, on a besoin de changer notre modèle énergétique. Ça veut dire aussi beaucoup plus se relocaliser, aller vers les citoyens et permettre le fait que les citoyens s'investissent dans cette politique énergétique, notamment en France, parce qu'on est extrêmement centralisé, et c'est aussi ce qui bloque la transition. Et donc, nous avons défendu le fait de dire 1 euro citoyen investi, 1 euro de l'Union européenne pour les énergies renouvelables. Ça, c'est un projet qui permet d'assurer la transition énergétique sans avoir de coûts particulièrement élevés ni pour les uns ni pour les autres et qui nous emmène tous ensemble vers une meilleure politique. Alors, il y a les questions énergétiques, il y a les énergies donc renouvelables, mais il y a aussi tout le reste. Les environnementalistes britanniques ont fait une lettre ouverte en mettant en avant les progrès en termes de qualité de l'eau, de l'air, restauration des rivières. Comme vous disiez, on les appelait The Dirty Men of Europe avant, donc on a l'impression qu'ils viennent de loin. C'est comme si donc cette coopération va peut-être tirer tout ça vers le bas. Est-ce qu'on peut craindre un nivellement par le bas, Célia Gauthier, de tout ça? Je pense que la première crainte, elle est effectivement que les fonctionnaires et les ministères britanniques soient occupés à faire autre chose. Et effectivement, à décortiquer chacune de ces mesures pour voir est-ce que ça on le garde parce que c'est européen ou est-ce qu'on l'enlève, enfin, et que dans l'avancée de l'élaboration des normes environnementales et des politiques en matière de climat et d'énergie, eh bien, il y a une pause. Après, encore une fois, ça va vraiment dépendre du statut pour lequel le Royaume-Uni optera. Si, par exemple, en matière de climat et de politique énergétique, le Royaume-Uni opte pour un statut qui est similaire à celui de la Norvège, il sera obligé d'appliquer toutes les normes européennes en matière de climat et d'énergie, de rejoindre, il restera très probablement dans le marché carbone européen, il se joindra au partage de l'effort climatique de l'Union européenne, puisque vous savez que l'Union européenne a déposé une contribution unique en matière climatique avant la COP21. Donc il y aurait peu ou prou le même cadre politique. Mais
c'est là qu'on est complètement dans l'incertitude et c'est ce qu'il va falloir déterminer dans les prochains mois. Et ça dépendra aussi du résultat du leadership britannique et de la nomination du prochain Premier ministre. Puis il y a un autre point aussi, c'est la question agricole. Effectivement, les agriculteurs britanniques ont voté pour le Brexit, alors qu'ils bénéficient effectivement de la PAC. C'était 3 milliards d'euros d'aides directes estimées entre 2014 et 2020. Maintenant, les analyses qui ont été effectuées et plus précises disent « Attendez, non seulement on va remettre des droits de douane, jusqu'à presque 50% pour certains produits. En plus de ça, 60% des exportations du Royaume-Uni sont faites vers l'Union européenne. Et en plus de ça, le prix des terres risque de perdre 30%. Donc ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on met en difficulté gravement l'agriculture du Royaume-Uni, alors que pourtant le Royaume-Uni en était très fier. Ça veut dire aussi qu'on risque d'avoir une transformation de l'utilisation des sols, ce qui est pourtant extrêmement important, l'utilisation des sols, à la fois pour la biodiversité, voilà, pour plein de choses. On risque d'avoir une transformation de l'usage des sols, une industrialisation de l'agriculture encore plus puissante, Oui, parce que la politique agricole commune qui a permis une agriculture extensive là-bas de plus en plus, donc on a peur qu'on retourne à de l'intensif, enfin, qu'on reste sur de l'intensif. Donc c'est un peu paradoxal parce que ils ont voté contre, mais en même temps, les environnementalistes ont beaucoup mis l'accent sur le fait que les campagnes ont pu aussi être redynamisées grâce à cette politique. Tout à fait. Mais alors là, le nerf de la guerre, ça va être l'accès au marché commun. Est-ce que justement, on ne peut pas craindre que des deux côtés, que ce soit du côté de l'Europe ou de la Grande-Bretagne, aussi on tombe vers un nivellement par le bas pour pouvoir leur faciliter l'accès au marché? Est-ce qu'on va être exigeant? Il serait absolument inacceptable pour nous que, pour faire plaisir au Royaume-Uni, l'Europe nivelle par le bas ses politiques environnementales et ses normes environnementales sur le marché commun, que ce soit sur les OGM, sur les gaz de schiste et sur toutes ces questions. Je pense qu'il y a suffisamment de poids environnemental au sein du Royaume-Uni et au sein de l'Europe dans les secteurs associatifs pour que ça ne se passe pas. Mais il va falloir effectivement faire très attention à cette négociation. En même temps, il ne faut pas que ça crée cette dynamique négative où, au-delà même du nivellement par le bas, on s'occupe avant tout de négocier le Brexit avec le Royaume-Uni plutôt que de faire avancer le schmilblick en Europe. Moi, c'est plutôt à ce niveau-là que... L'environnement, on dit qu'il est le grand perdant du Brexit, c'est ce qu'on dit. Ne serait-ce qu'en termes de temps, lorsqu'on regarde la question de la ratification de l'accord de Paris et de la négociation des directives d'application du paquet énergie-climat 2030, qui est la contribution européenne à l'accord de Paris, on risque d'avoir un délai dans le calendrier. On risque d'avoir un report du calendrier de plusieurs mois, voire de plusieurs années, parce que ça dépendra du statut du Royaume-Uni. Est-ce que lui aussi ratifiera de son côté l'accord de Paris? Est-ce qu'il rejoindra l'effort européen ou est-ce qu'il fera un effort climatique de son côté? Donc tout ça, c'est effectivement problématique parce que non seulement, on essaie de faire avancer la transition énergétique en Europe, mais en plus, le monde nous regarde quand même. On a signé un accord qui nous engage et c'est très néfaste pour la dynamique internationale de voir que l'Europe est en proie à ces tergiversations et à ces problèmes internes au lieu d'agir et de mettre en œuvre la transition énergétique. Marie Toussaint? On a besoin d'un sursaut de l'Europe, on a besoin d'un sursaut du projet européen. Pour l'instant, les réactions des gouvernants de l'Europe ont été très en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux, à la fois sur l'institutionnel et le combat pour une Europe plus démocratique, à la fois sur les questions écologiques et sociales. Quand les populations européennes disent « on n'en veut plus de cette Europe-là », ils disent aussi « on veut une Europe qui nous respecte plus et qui nous permette plus de prospérité partagée, qui nous permette tous de vivre mieux ». Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit. Et l'Union européenne, si elle veut survivre à tous les chocs qu'elle est en train de traverser, et on sait qu'on a un référendum en Italie qui nous met en situation de danger, un autre référendum un mois plus tard en Hongrie, l'Union européenne va subir de nombreux chocs. Si à un moment, les gouvernants européens ne disent pas « on veut aller vers un Green Deal ou un équivalent », mais en tout cas un sursaut de l'Europe qui se relance dans l'investissement vers plus de meilleur respect de l'environnement et vers plus de social, on va tout tomber en morceaux. Mais alors, quand même, il faut souligner un paradoxe, c'est que vous dites tout cela, mais en même temps, les Britanniques ont fait un vote contre l'Europe, c'est-à-dire que pour eux, ça fait obstruction à ces questions que vous dites, dont ils se sentent lésés. Donc c'est étonnant, c'est-à-dire l'Europe n'est pas en train, donc, du coup, de porter son message. L'Europe n'est pas en train de répondre aux aspirations des gens. Mais en fait, très souvent, nous entendons que les questions d'énergie,
d'environnement passe au second plan. Maintenant, il y a des questions prioritaires en termes d'emploi, de précarité, crise financière. Mais tout ça est lié. On n'est pas en train simplement de parler d'environnement. On est en train de parler de l'emploi des Européens, du développement de secteurs d'avenir, de se réapproprier l'énergie, de pouvoir faire des économies d'énergie, des économies sur sa facture énergétique, de développer des logements décents pour les plus précaires en Europe. Et vous savez qu'il y a énormément d'inégalités au sein de l'Union européenne, ne serait-ce qu'entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et donc, cette absence de prise en considération des préoccupations des Européens et puis l'agenda de la Commission qui est quand même très focalisé sur une politique d'austérité ou d'absence d'investissement dans ces questions-là, fait que les Européens ne s'y retrouvent pas. Donc il y a le Royaume-Uni, mais il y en a d'autres qui pourraient suivre, effectivement. Juste pour rebondir sur ce que dit Célia, effectivement, quand on regarde, par exemple, le Royaume-Uni et tous ces problèmes de pollution, par exemple, dans le rapport sur les 433 écoles qui sont très largement polluées, qu'a refusé de publier Boris Johnson, on voit que 80% de ces écoles-là sont situées dans des zones urbaines sensibles. On parle de précarité. Les gens qui vivent dans la précarité sont aussi les gens qui souffrent de la question environnementale. Mais effectivement, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on relance l'Europe. La question de l'adhésion des peuples ou non à l'Europe est bien une question de quel projet européen on porte et non pas du niveau européen stricto sensu. Donc on pourrait dire que leur credo, c'est ne nous dictez pas la marche à suivre pour réduire nos gaz à effet de serre. Pourquoi quelles énergies ils défendent en Grande-Bretagne ? Alors on a un très grand projet qui est actuellement en cours au Royaume-Uni, qui est le projet du réacteur nucléaire Hinkley Point, qui s'inspire, qui est donc un accord avec EDF, un accord qui est passé hors cadre européen. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne ne remet pas du tout en cause ce projet-là. C'est un projet qui veut développer 2 réacteurs EPR de type Flamanville, donc dits de nouvelle génération, même si maintenant c'est plus très nouveau. Et effectivement, le Royaume-Uni s'est lancé dans ce réacteur-là et sa sortie envisagée pourrait accélérer encore plus le mouvement. C'est problématique pour tout le monde. Parce que d'abord ce réacteur coûte extrêmement cher puisqu'il coûte en tout 21,7 milliards d'euros et qu'il va coûter pour EDF, qui contribue directement financièrement au projet, 16 milliards d'euros. Avec des grosses problématiques de sûreté qui ont été détectées à Flamanville et dont on ne sait pas si elles seront à Hinkley Point ou pas, mais on n'est pas sûr de la technologie qui est employée, et où par ailleurs on a un accord commercial entre EDF et la Grande-Bretagne qui dit que le retour à EDF sera indexé sur l'inflation, mais indexé sur l'inflation avec une livre qui a perdu beaucoup de sa valeur depuis l'annonce du Brexit. Donc ça va être effectivement les contribuables anglais et les contribuables français qui vont financer ce gros projet, et qui plus est, et là on est sur une réglementation européenne qui est plutôt protectrice sur la question de la sûreté nucléaire, on ne sait pas ce qui va devenir demain du nucléaire en Grande-Bretagne. Mais au sein de la Grande-Bretagne, on est plutôt partisan donc du nucléaire, les associations environnementales ? En fait, historiquement, les associations environnementales sont anti-charbon et ça a été leur bataille historique. Elles ne se prononcent pas ou peu sur la question du nucléaire, y compris Greenpeace, qui est anti-nucléaire fondamentalement. Donc pour elles, c'est un vrai enjeu cette question d'Hinkley Point. Il va falloir qu'elles se positionnent, surtout si effectivement le Royaume-Uni sort de l'Europe et que les normes de sûreté nucléaire européennes ne s'appliquent plus au Royaume-Uni. Je voudrais quand même souligner que le reste du monde s'éloigne du nucléaire aujourd'hui, que ce que les pays développent, ce sont les énergies renouvelables, ce n'est pas le nucléaire, et que ce projet, ce méga projet, va un peu à l'inverse de la tendance générale. Donc après, c'est le choix du Royaume-Uni. Que parallèlement, ils renoncent et qu'ils lui ralentissent progressivement le développement de ces énergies renouvelables, c'est assez inquiétant pour le futur de l'énergie en Grande-Bretagne. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Et merci aux internautes de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro de Parlons Pro.